après le photovoltaïque, on va parler chaleur fatale. Je vais inviter Yves de Coster à nous rejoindre. Yves, si vous voulez bien vous mettre de l'autre côté de l'estrade. Et le sujet de cette intervention, c'est pourquoi et comment récupérer la chaleur fatale. Yves, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis là pour vous parler de chaleur fatale. C'est pas en soi une innovation, la chaleur fatale, c'est connu depuis longtemps. C'est plutôt en fait la façon de valoriser cette énergie qui est disponible chez les industriels, l'astuce qu'on y met, qui va améliorer la performance des systèmes, que je vais essayer de partager. Donc un petit agenda, je vais vous parler un peu de ST quand même, hein, c'est important, c'est une petite entreprise de Tours mal connue, donc je vais en dire un mot. Je vais présenter un peu le sujet de la répartition énergétique sur notre système industriel, pourquoi le semi-conducteur en fait est un gros consommateur d'énergie, qu'est-ce qui fait que dans notre activité on a aussi cette chaleur fatale dans nos procédés. Et puis je rentrerai dans le cœur du sujet, hein, comment on a fait progresser presque année après année la performance de nos systèmes de récupération de chaleur. Et puis donc, je ferai un petit bilan qui ouvrira peut-être à quelques questions sur le sujet. Donc ST, donc, on est une entreprise de presque 50 000 employés maintenant. On a fait 13 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et 26% de croissance en 2022. Donc nous, on ne devrait pas avoir de problème pour payer nos factures d'électricité, hein. Donc c'est une entreprise en plein mouvement. On est quasiment leader avec Texas Instruments sur notre segment de marché en semi-conducteurs. L'activité industrielle, donc ST Microelectronics, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est une boîte franco-italienne issue de SGS Microelectronica et Thomson Semiconducteurs, qui a été fondée en 87. Et donc on a des implantations de production fortement basées en France et en Italie, hein, donc dans le sud-est et à Tours, et puis du côté de Milan et Catagne en Italie, et puis un gros site de production également à Singapour. Puis on a des sites qui sont représentés par des points jaunes qui représentent les sites d'assemblage. Les points bleus, c'est les sites de production où on fabrique les puces électroniques, enfin on travaille le matériau du semi-conducteur et ensuite on fait les découpes et les mises en boîtier dans des sites d'assemblage qui sont historiquement basés dans des zones à bas coût de main-d'œuvre au Maroc et en Asie. Bon, voilà notre implantation. Notre entreprise elle est engagée dans la protection de l'environnement de longue date, hein. On avait émis notre décalogue de l'environnement en 1992 et donc on travaille sur les économies d'énergie depuis longtemps et on s'est engagé plus récemment sur la neutralité carbone sur la partie industrielle, donc pour à la fois réduire nos consommations d'énergie qui émettent du CO2, développer le renouvelable, pas forcément sur site, hein, mais des investissements en fait hors site, et bien sûr pour compenser, il y aura une partie compensation des émissions carbone qui resteront. Bon, sur le site de Tours, donc on a un site industriel à Tours-Nord qui fait 10 hectares. Donc on voit sur le haut de la diapo la partie industrielle où on a 12 000 m² de salle blanche. On a 1400 employés, c'est énormément de métiers. Alors, au niveau énergie, hein, l'année dernière, on a consommé 74 gigawattheures et on était encore sur 3 gigawattheures de gaz. On fera beaucoup moins en 2023. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, sur le profil énergétique de notre site, en fait, le semi-conducteur, c'est une industrie chimique où on a donc, pour protéger les opérateurs des produits chimiques qu'on utilise, énormément d'extraction, que ce soit solvant ou acide, qui fait qu'on a 400 000 m³ d'air renouvelé. On est en salle blanche, donc tout air extrait est forcément compensé par de l'air neuf. Donc c'est de l'air neuf qu'il faut préparer pour être non pas à 19 degrés, mais plutôt dans nos ambiances de salle blanche à 22 degrés.
On a des procédés avec des dépôts de résine qui sont sensibles à l'humidité. Donc il faut déshumidifier l'air pour avoir une humidité à 40%, ce qui fait qu'en été, on a des grosses consommations d'énergie. Au niveau de nos procédés, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a une chaleur fatale? C'est qu'on a des procédés thermiques haute température. On fait des diffusions longues, des fois jusqu'à 3 semaines de diffusion pour implanter en fait, des dopants en fait, dans le silicium, faire des oxydes. Et donc ces températures, c'est de l'ordre de 1250 degrés pendant 3 semaines. Quasiment la totalité de nos procédés se font sous vide pour éviter les contaminants. Et donc tout ça, c'est énormément d'énergie consommée. Donc on a à peu près sur site, pour des puissances consommées de l'ordre de 8 MW, on a 3 MW de chaleur fatale disponible sur nos réseaux d'eau, à la fois sur le réseau d'eau glacée qui fait la climatisation des locaux de fabrication, ou d'eau de refroidissement des procédés, donc l'énergie qui est captée sur les refroidissements d'équipements. Donc sur un régime plus favorable, en fait, de 18-23, qui peut faire améliorer la revalorisation de l'énergie. Bon, il y a une contrainte majeure, en fait, qui est liée à l'historique du site pour revaloriser l'énergie chaude, c'est qu'on a des centrales d'air neuf qui sont dimensionnées avec un régime d'eau surchauffée à 85-105. Et donc, on ne s'est pas trouvé aujourd'hui des pompes à chaleur qui distribuent des températures pareilles. L'historique, il y a à peu près tout sur ce graphe qui est pas très beau, mais enfin, bon, ça permet de comprendre un petit peu notre évolution. Donc, on a commencé la récupération de chaleur en 2010 avec un vieux groupe qu'on avait été récupéré chez nos collègues de Rousset, parce qu'en fait, on ne trouvait pas de pompe à chaleur sur le marché. Les fabricants de groupes froids avaient arrêté en fait ce business. C'était pas rentable, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de solution haute température non plus, donc on avait été faire de la récup pour démarrer le sujet. Et donc avec cette première machine, en fait, elle produisait de l'eau à 40, ce qui faisait que très vite, en fait, aux alentours de 8 degrés humides extérieurs, on n'était plus capable d'utiliser la chaleur qu'elle produisait. Alors, pour comprendre cette courbe, c'est important, c'est bien sûr, plus il fait froid, plus on consomme d'énergie, mais quand on rapporte ça en fait, au nombre d'heures de fonctionnement et à la température en fait, extérieure, le nombre d'heures où on est à 5 degrés, c'est à peu près la position où on a le plus d'énergie consommée. Donc en fait, pour optimiser, il faut réussir à faire en sorte que les installations de récupération de chaleur soient opérationnelles le plus longtemps possible. Donc le plus puissante possible, mais aussi il faut que ça tourne. Donc en 2010, on s'arrêtait assez vite, et donc l'énergie annuelle était représentée par la surface bleue qui est sur ce graphe. Donc ensuite, en 2018, on a trouvé des machines. Les frigoristes se sont remis à produire des pompes à chaleur haute température. Et donc notre fournisseur nous a proposé alors je dis une PAC, mais c'est un groupe froid à récupération de chaleur. C'est important puisque c'est ce qui permet de maximiser les certificats d'économie d'énergie. Et donc d'avoir des groupes qui en fait était gratuit. On achetait le groupe et était entièrement couvert par le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Donc en 2018, on a installé une machine qui faisait de l'eau un peu plus chaude. Et donc, bon, comme le montre pas tellement le graphe qui est un peu faux, on arrivait à faire fonctionner jusqu'à 4 degrés, mais surtout, on arrivait à mettre les chaudières en série, et ça, je vais l'expliquer après. Et puis ensuite, après, on a rajouté un groupe, je vais l'expliquer, qui a permis d'augmenter encore un peu plus, de faire le complément avec les chaudières. Et la dernière étape donc, de cette année, c'est que en fait, sur le réseau usine eau chaude, on est venu connecter des bâtiments de bureaux, qui fait qu'on a maintenant le chauffage de nos bureaux qui est gratuit quasiment toute l'année. Il faudra vraiment qu'il fasse très froid pour que ça ne suffise pas. Je vais revenir donc sur un peu ces dispositifs
comment ça marche. Donc la première pompe à chaleur était un système assez simple. Donc on a le groupe froid avec le côté évapo, le côté condenseur où on fait de l'eau chaude, avec un régime d'eau donc qui était 60-69. Donc là on est un petit peu en dessous sur la photo qui a été prise à ce moment-là. On échange en fait sur le réseau chaleur en série avec les chaudières, donc on vient préchauffer le retour d'eau chaude là-haut via un échangeur et on évacue l'énergie sur une tour, l'énergie qui est en excès. Donc on voit que là sur l'exemple qui a été pris, on a un besoin de 2,4 MW, il y a à peu près 1,5 produit par la pompe à chaleur et le complément par les chaudières. Donc ça permet vraiment de faire tourner cette récup chaleur quasiment toute l'année et d'amener le complément avec les chaudières sans problème de condensation sur les boîtes à fumer, puisqu'il faut être à peu près à 60 degrés sur le retour d'eau chaude pour éviter de condenser. Alors j'ai un graphe qui est un petit peu mieux là pour comprendre. En fait, on est passé d'un système de récupération de chaleur où on avait soit la PAC, soit les groupes froids. Et donc, on avait cette énergie-là produite par la PAC, et dès qu'il faisait froid, on passait en chaudière, à un système où, en fait, on avait en série la PAC et les chaudières, ce qui fait que la PAC produisait tout le temps, et on venait juste à pointer en chaudière sur le complément. Voilà. Donc c'est un peu plus clair sur ce graphe-là. Bon, l'avantage en parallèle, l'avantage de ces nouveaux groupes, c'est qu'on est passé de fluide frigorigène HFC à DHFO, où on voit, c'est noté, il y a un rapport de 200 sur l'indice de réchauffement climatique. Et en plus, c'est des machines à vis dans lesquelles on a beaucoup moins de volume de réfrigérant. Donc les effets de risque de fuite sur ces machines, en fait, n'ont quasiment plus d'impact sur l'environnement. Deuxième étape, donc en 2021, pour aller encore un petit peu plus loin dans la performance de valorisation de cette chaleur fatale, on est venu ajouter donc un deuxième groupe ici, qu'on a mis en fait en série, pour venir, là sur le graphe, pour venir à 68 degrés. Donc on fait celui-là est en régime 60-69 et l'autre en série vient faire du 69-78 degrés, ce qui nous permet avec ce système de passer à 90% de notre production de chaleur sur site qui est